Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe un samedi soir sur deux à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Le fond musical que j'utilise, ça a été d'abord le fond classique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Avec nous ce soir, un artiste que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il va vous raconter son parcours et vous allez revoir avec nous certaines vidéos qu'il avait préparées dans le temps et je sais que ça sera un enchantement pour vous. Je remercie tous ceux qui ont partagé l'émission. Abonnez-vous, mettez un pouce levé. À tout à l'heure avec notre invité qui est un chanteur, qui est un comédien et bon, il a un tas d'activités, vous allez voir ça. D'une île à une autre, un voyage artistique entre Haïti et Montréal. L'artiste peintre Florence Augustin, accompagné de ses amis, vous propose une exposition ambitieuse rehaussée par l'invité d'honneur, le peintre de renommée internationale Hervé Le Breton. Cathy Castra, Pierre-Richard Delcy, Dominique Domersan, Doris Jean-Baptiste, Huguette Kamsky, La Rochelle et Réginald Noisette vous convient à une immersion dans les cultures entrelacées des peuples taïno et mohawk. Chaque œuvre vous entraînera dans un récit visuel empreint d'émotion et fera résonner les mémoires partagées, les luttes, la résilience et les espoirs de communautés en quête de sens et de reconnaissance. L'étoile raconte la traversée des océans, l'enracinement dans une terre nouvelle pour y retrouver les mêmes symboles, les racines communes à l'île d'Haïti et à l'île de Montréal. Galerie Le Locard, 5765 boulevard Gouin-Ouest, Montréal, Québec, H4J1E2. Vernissage, jeudi 4 septembre de 18h à 20h. Exposition, vendredi 5 et samedi 6 septembre de 17h à 20h. Dimanche 7 septembre de 11h à 17h. Cette activité culturelle est patronnée par l'atelier floral Suzanne Savard, Jacques Trouillot, infographie et impression, Fleurs Caraïbes. Une exposition à ne pas manquer. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Eh bien, c'est Jean-Claude Eugène. Jean-Claude Eugène, je suis sûr que le public, que tous les internautes qui nous écoutent vont être heureux de te revoir. Ça fait vraiment longtemps depuis qu'on ne t'a pas vu dans une nouvelle chanson. Mais avant de commencer l'émission, je vais te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. Okay. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Comme disons que proverbe nous choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans et son sélection de proverbes. Donc sélection proverbes ça, livre bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Coffre fort, pas suivre l'enterrement. Coffre fort, pas suivre l'enterrement. Oh,
Tu nous diras ce que tu J'ai jamais entendu celui-là, hein? Tu nous diras ce que tu en penses à la fin de l'émission, ok? Ok, je vais essayer d'y penser. Jean-Claude, parle-nous de ta formation parce que on voit que tu es chanteur, tu es diseur, tu fais le théâtre. Donc, parle-nous de ta formation pour qu'on puisse bien comprendre toutes les disciplines que tu as épousées. Bon, en fait, de formation, pour moi, c'est assez divers, je dirais, parce que au point de vue scolaire, j'ai fait mes études primaires et secondaires au Collège Notre-Dame du Cap. Et c'est là aussi que j'ai débuté dans la musique avec la fanfare. J'ai commencé à chanter là-bas aussi et j'ai eu mes premières notions de théâtre aussi au collège avec le père Marcel Bédard, qui était un malade du théâtre. Bon, il m'a inculqué pas mal de notions. Et ça a été mon début. J'ai commencé avec le petit orchestre du collège, en plus de la fanfare, parce que j'ai aussi participé à la fanfare. Je jouais de la trombone et un peu de l'alto, comme on dit. Ensuite, bon, j'ai eu des notions de solfège avec des gens comme Gisli Morisseau, avec le Cavalier, un prêtre canadien, et aussi avec Nicole Lévy, qui par la suite a pris la direction de l'Orchestre septentrional et qui malheureusement nous a laissé il y a peut-être 3 ans. Côté musical, ça a été mon début. Entré aux États-Unis, j'ai fait des études en sciences économiques, puis en finance internationale. J'ai travaillé toute ma vie avec une organisation à Wall Street, à New York, et pendant presque 30 ans à Washington pour le gouvernement fédéral comme analyste financier pour les transactions internationales pour le gouvernement américain. Donc, ça, c'était mon gagne-pain, comme on dit, le vrai 9 to 5. Et côté musique, bon, j'ai continué avec les études de théâtre ici assez tard parce que j'ai été au Studio Théâtre. C'est le nom de l'école, Studio Theatre à Washington, où j'ai étudié un peu de théâtre. J'avais aussi suivi des cours de théâtre à Pace University à New York, où j'avais visité le théâtre moderne, le théâtre grec, et j'ai pu voir les aspects essentiels des structures de théâtre, quoi. C'est un peu tout. Bon, ça, au point de vue formation, c'est à vol d'oiseau, c'est ça. Si on pourra entrer dans les détails après pour voir ce que j'ai fait comme activité spécifique. Oui, et surtout que tu as commencé avec le Collège Notre-Dame et puis tu nous as transportés à New York sans nous dire qu'en 1973, tu étais responsable des activités culturelles au Collège Notre-Dame. Justement, c'était après mes études secondaires et je crois avoir mentionné que Père Bédard m'avait vraiment formé depuis la classe de 3e. Il m'avait inculqué des notions de théâtre. Donc, après mes études là-bas, on m'a confié un cours de littérature française et aussi on m'a confié la responsabilité de former les jeunes côté théâtre, les préparer à monter sur scène pour dire des textes, des poésies, des poèmes alors, et pratiquer le théâtre. Donc, c'est ça comme activité culturelle. C'était ma responsabilité aussi au collège. C'était juste avant mon départ pour les États-Unis. Ben, tu ne vas pas faire rétention des formations parce que tu as sauté l'association des artistes. Ah oui, mais oui, il y a ça aussi. Ça, c'était quand j'étais élève. On avait fondé un groupe avec Jean-Marie Georges et Guy Laroche et d'autres musiciens. Et on était membres de la fanfare, mais on avait aussi décidé de commencer dans la chanson. Donc, on organisait des festivals de la chanson avec des musiciens et des chanteurs des écoles secondaires de la ville. Les filles de Regina, des sœurs, les mères bleues, comme on les appelait, les élèves du collège, du lycée Philippe Guerrier. Et
il y avait des élèves de divers établissements qui participaient et on jouait des chansons haïtiennes et aussi des chansons espagnoles, des chansons françaises. On faisait un peu de tout, mais avec un côté spécial, avec un sentiment très spécial pour la chanson haïtienne. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à chanter. Et heureusement qu'on avait déjà découvert mes capacités comme chanteur. C'était justement dû au sens d'observation de Tijan Leroy, qui m'a entendu chanter un jour. Il a dit, mais tu peux chanter, toi, viens nous retrouver à l'orchestre du collège. Et comme ça, on m'a donné un micro et j'ai commencé à chanter. On m'a fait chanter Tika Wall de Nemo Jean-Baptiste. Ah bon? C'est avec ça que j'ai commencé. Et puis après, bon, j'aimais beaucoup Guy Duosier. J'ai beaucoup pratiqué les chansons de Guy. Et parmi les artistes français, il y avait Aznavour. Mais moi, mon artiste, vraiment, c'était Gilbert Bécaud. J'aimais beaucoup les textes de Bécaud. Donc, voilà. Bon, tu m'as forcé à revenir, hein, à retourner jusqu'à 1994. Pour mieux plonger aux États-Unis et retrouver Daniel Santos, Sparrow, Danny Glover, Harry Belafonte. Comment tu fais pour rencontrer ce monde-là? Bon, c'est simple. Parce que ça, c'était pas arrivé du jour au lendemain. J'ai rencontré ces gens-là un peu tard. C'était aux environs des années 2000 et 2002-2003. C'était au moment où on préparait des spectacles pour les 200 ans de la fondation du drapeau haïtien et aussi de 200 ans d'indépendance d'Haïti. Alors, il y avait toute une série de spectacles que, justement, Jean Pierre et un grand musicien haïtien qui malheureusement nous a laissé il y a quelques mois. Oui. Ouais, il avait organisé avec d'autres partenaires. Et étant donné que Jean et moi, on avait des liens d'amitié et aussi des liens professionnels, donc j'ai été invité à participer à ces spectacles. C'est ainsi qu'en mai 2003, on a fait une pièce de théâtre qui s'appelait Le Trésor de Toussaint. Danny Glover avait joué un rôle là-dedans. Il y avait aussi d'autres acteurs américains. Et c'était autour de Toussaint l'ouverture. Et puis, bon, il y avait Toussaint, mais il y avait d'autres personnages historiques dans la pièce, comme Dessalines, et Pétion, et Christophe et tout ça. Et c'est là que j'ai rencontré Danny pour la première fois. On a fait des répétitions ensemble, on s'est connus. Ensuite, je l'ai aidé à monter un spectacle en parlant de Danny Glover qu'il avait présenté. Il faisait partie d'une organisation afro-américaine dont je ne me souviens pas du nom. Il avait fait un spectacle c'était, comment s'appelle le collège encore, à une université à Maryland. Donc, j'ai participé avec lui aussi et d'autres acteurs américains aussi. Donc, et puis en fait, j'ai fait une autre pièce de théâtre avec Danny Glover. C'était How Papa Noel Forgot Haiti. C'était en décembre 2004. Il avait joué le rôle de Papa Noël qui n'était pas du tout intéressé à passer en Haïti. Bon, parce que c'était très pauvre. Bon, c'était une pièce, je dirais, assez engagée comme ça. Et c'était avec encore l'équipe de Jean Pierre et d'autres acteurs haïtiens et étrangers. Donc, ça a été mon expérience avec Danny Glover. Les autres, Sparrow, j'ai joué aussi avec Sparrow au cours du spectacle du drapeau, de la formation du drapeau, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes étrangers, surtout caribéens, qui participaient à ce spectacle. Il y avait donc... lui, il était là, et Mighty Sparrow. Harry Belafonte était là en 2 fois. En fait, il devait chanter et pour le spectacle qu'on avait préparé et pour les 200 ans d'indépendance d'Haïti. Il devait chanter. Malheureusement, et le jour du spectacle, il était vraiment enrhumé. La voix était terrible et il ne pouvait pas chanter. Cependant, il est monté sur scène et justement pour vérifier sa présence. Et ensuite, il a eu des mots vraiment, vraiment extraordinaires au sujet d'Haïti et des mots qui avaient confirmé
son attachement à Haïti. Et justement, il avait mentionné pour lui ce que représentait Haïti ce que devrait représenter Haïti dans le cœur de tous les Noirs du monde. Donc, c'était très bien. Est-ce qu'il avait mentionné Yellowbird? Non, il n'avait rien dit là-dessus. Il n'avait rien dit là-dessus. Cependant, il avait mentionné plusieurs musiciens haïtiens avec qui il avait joué. Et j'ai oublié le nom du guitariste, là. Il a mentionné que c'est quelqu'un qui avait beaucoup joué avec lui pendant des années. Il y a un guitariste haïtien classique. Oh, je vais faire un bref résumé de ton parcours pour les internautes. 78-80. 5 invitations au show de Yomoto. J'ai pas dit une invitation, non, Jean-Claude. 5 invitations. Oh oui. Sur la chaîne Telemundo à New Jersey. Comment ça se fait? Tu aurais laissé de la place pour d'autres personnes. 5 invitations. Moi-même, c'est simple. J'ai rencontré Yomotoro un peu par accident. Parce que j'avais un ami, Guy Gonzalez. Guy Gonzalez, c'est un Haïtien du Cap, mais il a un nom espagnol et il a l'apparence espagnole. Donc, arrivé à New York, Guy s'est vraiment infiltré dans le milieu espagnol et comme pianiste, il jouait dans des clubs espagnols. Et moi aussi, je chantais très bien l'espagnol. Et quand je suis arrivé à New York, il m'a invité un soir à justement aller à passer là où il jouait avec son petit groupe. Et quand je suis arrivé, on m'a demandé de faire une chanson. Ce que j'ai fait, et il y avait dans la salle quelqu'un qui connaissait Yomotoro. Donc, ce monsieur a invité Guy et moi à participer au show de Yomotoro. Et 2 semaines après, on est monté à New Jersey pour enregistrer pratiquement 2 morceaux qu'il devait jouer dans son programme. Et il a tellement aimé ma participation que par la suite, il m'a invité 3 fois. Et j'aurais pu continuer s'il n'avait pas perdu le programme. Parce que je devenais de plus en plus un habitué de la maison, quoi. Malheureusement, il y a eu des problèmes à cette époque avec une histoire d'union. Et comment dire, bon, on faisait des exigences pour les employés, ils devaient payer beaucoup plus. Et puis, il a trouvé qu'il ne pouvait pas continuer avec le show. Donc, il a laissé tomber. Donc, c'est à cause de ça que je n'ai pas continué à fréquenter le show de Yomotoro. Bon, ça aurait pris des années. Oui, on ne pourrait plus les compter. Donc, ça consistait en quoi le show vraiment? Le show de Yomo, c'était une sorte de show de variété, mais en espagnol. Parce que Yomotoro, c'est un grand musicien et il est d'origine portoricaine. Et bon, il a laissé ce monde maintenant. Mais il était le maestro du groupe qu'on appelait Fania All Stars. Fania All Stars, c'était un groupe qui rassemblait de grands musiciens espagnols, des musiciens cubains, portoricains et vénézuéliens. Et lui, il jouait un instrument qui ressemble à la guitare, qu'on appelle le tré. C'était son instrument. Donc, Yomo, c'était un grand nom dans la musique espagnole. 1980. Apparition mémorable à la Place des Arts. Oh ouais. C'était quoi cette apparition? Bon, c'était un spectacle il y avait un promoteur haïtien qui vivait à New York, Firmin Joseph. Firmin organisait de grands spectacles, surtout à New York, chaque année. Et bon, je crois que c'était en mai chaque année, autour de la. Mais non, le spectacle que j'ai fait, auquel j'ai participé à Place des Arts, c'était en novembre. Donc ça, c'était un spectacle qu'il a organisé où il avait réuni plusieurs artistes haïtiens de différentes disciplines, quoi. Mais je me souviens que c'est au cours de ce spectacle que j'ai pu rencontrer Joe Trujillo pour la première fois. Joe Trujillo était là et il y avait Jocelyne Dandin-Williams, je crois aussi, qui avait participé. Il y avait Carole Demesmin et Léon Dimanche. Léon Dimanche, il y avait une troupe de danse qui était arrivée de New York, je crois, les Ibo Dancers.
Et aussi, si je me rappelle, il y avait le groupe Scorpio et qui était de passage au Canada et qui avait aussi participé. Donc, c'était un très, très, très beau spectacle. C'était ma première représentation à Montréal. En fait, c'était ma première visite à Montréal et j'ai joué ce soir-là et c'était vraiment bien. Et malheureusement, je n'ai pas pu refaire, j'allais dire Carnegie Hall, je n'ai pas pu refaire Place des Arts. J'y ai pensé à plusieurs reprises, mais il y avait des difficultés avec la salle qui était une des salles alors qui était très difficile à trouver et tout ça. Bon, passons. Mais c'était en 1980, c'était ma première expérience au Canada et spécifiquement à Montréal, à la Place des Arts. 1985, Académie de musique de Brooklyn, plusieurs spectacles au Brooklyn College. 86, Hôtel Cavalier de Virginia Beach. 87 à 2003, tu reviens en Haïti au Rex Théâtre. 1993, Auditorium du comté de Dade à Miami. Bon, ça, c'était une époque vraiment, comment dirais-je, où j'avais beaucoup d'activités. Donc, j'ai fait quelques mentions, mais ce n'est pas tout. Bon, je ne me suis même pas souvenu que j'avais relevé ces histoires-là parce qu'il semble que j'ai effacé tout ça. Moi, je suis là, vous les retenir pour toi. Je ne sais même pas où tu as pu trouver ces histoires-là parce que j'ai refait mon CV, j'ai enlevé tout ça. Il y a trop de détails là-dedans. C'était trop long. Alors, j'ai raccourci un peu. Les jeunes doivent savoir. Ce n'est pas tout le monde qui le sait. 2001, 2003, 2004, Carnegie Hall. Ah oui. C'est là que tu as chanté et moi, faites dans un bel petit pays. Hier, justement, j'avais participé à 2, même 3. Oh non, il y avait 3 spectacles suivis dans l'espace d'un an, un an et demi à Carnegie Hall. Il y avait la pièce de théâtre aussi au Lincoln Center. Alors, on dit pièce de théâtre, mais c'est du théâtre complet. C'est-à-dire que genre musical. Les acteurs chantent et dansent aussi. Ok. C'est ce genre de théâtre qu'on a fait. Mais c'est qui est-ce qui t'avait invité au Carnegie Hall? C'était avec Jean-Pierre. Ah. Maintenant, 2005, Parc historique de la canne à sucre à Port-au-Prince. Oh, j'ai fait plusieurs spectacles au Parc historique de la canne à sucre. Okay. J'ai fait 2 spectacles seuls et j'ai fait un spectacle aussi avec le Jazz des Jeunes qu'on avait reconstitué. Et justement que Jean-Pierre dirigeait à l'époque. Et on avait tenté de remettre sur pied le Jazz des Jeunes. Donc j'ai participé à un spectacle avec eux, avec Carole Demesmin. Ouais. Mais j'ai fait d'autres spectacles au Parc de la canne à sucre. Maintenant, on va rentrer dans un autre registre. Où est-ce que tu as rencontré Raoul Peck? Oh, Raoul Peck. Je ne l'ai pas rencontré, il m'a rencontré. Oui, Haitian Corner. Yeah. Oui, j'ai joué un petit rôle, j'appelle petit rôle dans Haitian Corner, parce que quand il est arrivé à New York, c'était son premier film. Donc, il cherchait des acteurs et quelqu'un lui a glissé mon nom. Et il m'a contacté et puis bon, c'est tout. C'était quoi le rôle exactement? Le rôle que j'avais joué, c'était Jean, un businessman qui était amoureux d'une jeune dame. Et cette jeune dame aussi était courtisée par l'acteur principal du groupe, l'acteur principal disons, le personnage, pas l'acteur, le personnage principal. Donc, j'étais comme un problème pour l'acteur parce qu'en tant que businessman, j'ai joué le rôle d'un businessman. Et le pauvre homme qui est arrivé d'Haïti, avec son idée de vengeance, surtout parce qu'il était à la poursuite de quelqu'un qui l'avait torturé en Haïti. C'était ça le fond de l'histoire. Donc, il était à New York, il a découvert que celui qui est en tant qu'officier de l'armée et Tonton Macoute l'avait torturé
Donc, il s'était promis de se venger. Et absorbé par cette idée de vengeance, il poursuivait l'homme. Mais entre-temps, il est tombé amoureux de cette jeune dame qui travaillait dans mon business. Je comprends. Et tu as aimé l'expérience? Comment tu as trouvé ça? Oh oui, très bien, très bien. C'était très spécial. On a fait. Ensuite, j'ai participé dans un autre film avec Sheila Degaff. Ça, c'était autre chose. Madame ou Mademoiselle, c'était des années après. Et au point de vue cinéma, c'est à peu près tout. Ce sont les deux expériences. Et il y a autre chose que je fais maintenant, mais je ne sais pas si je vais jouer là-dedans parce que c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite et on est en train de filmer maintenant la pièce. Donc ça, on y arrivera. Ben oui, j'espère bien. Parle-nous du théâtre Mapou. Oh, Théâtre Mapou, c'est un groupe de théâtre que j'avais fondé à Washington. Il y avait des acteurs assez connus, des gens comme Lionel Desmarat, qui est écrivain, et il y avait d'autres membres du groupe de la radio, là, et comment il s'appelle encore, à Washington. Donc, avec Théâtre Mapou, on a monté plusieurs pièces et on a même joué plusieurs fois à Montréal pour la semaine de la, comment ça s'appelle, la semaine de la langue créole avec le groupe Kepka. Oui, oui, on a joué 3 pièces là-bas. On a joué Gouverneur de la Rosée, on a joué Mouché des Faces, que justement, Mouché des Faces, c'est une adaptation créole de Tartuffe. Adaptation réalisée justement par Lionel Desmarat, qui était membre du groupe aussi. Et on a fait aussi, je crois, j'ai dit Gouverneur de la Rosée. La première pièce qu'on avait fait là-bas, c'était Tartuffe, Antigone. Antigone de la version créole de Maurice Leroy. Maintenant, le studio théâtre Acting Conservatory, c'est quoi? Bon, c'est une école de théâtre. C'est là où on apprend à être acteur, quoi. On vous prépare comme acteur, comme directeur. Bon, en fait, je dis comme directeur parce qu'en fait, s'il faut croire ces gens-là même, on ne vous prépare pas vraiment à être directeur. On vous donne quelques petites notions, mais la direction, ça vient de l'âme. Hein? Parce que quand on dirige une pièce, il faut avoir les notions comme acteur d'abord, mais il faut avoir une vision de ce qu'on veut faire avec la pièce. Et c'est justement pourquoi des fois on trouve des adaptations d'une pièce qui ne correspondent pas toujours à la vision même de l'auteur des fois. C'est pourquoi il est mieux parfois que l'auteur soit lui-même directeur, parce que parfois le directeur a des visions qui sont différentes de la vision de l'auteur. Donc, ils doivent travailler ensemble ou bien il va y avoir un conflit. Oui. On va faire notre première pause, Jean-Claude. Hein? Pas de problème. Fait notre première pause et puis on revient, on continuera tout à l'heure avec d'autres aspects de ton talent. Mais oui. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Jean-Claude Eugène. Voyez tout le parcours qu'il a effectué au Cap, ensuite aux États-Unis. Il a rencontré de très grands acteurs, de très grands chanteurs. Maintenant, Jean-Claude va nous parler de son côté chanteur et musicien. Jean-Claude, on se rappelle encore la musique Cecilia que tu avais enregistrée. C'est une musique
Il faut la réécouter pour se rendre compte combien elle est poignante. Tu parles de la vie de la diaspora, la vie de des femmes surtout. Bon, je dis des femmes parce que tu as montré une femme, mais de la vie qu'on mène aux États-Unis. Parce que le plus souvent, on se dit, ah, moi je vais voyager, dès que j'arriverai là-bas, tout sera correct. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette musique? Bon, ce qui m'a poussé à écrire la musique, c'était simplement le fait d'avoir observé à l'époque la situation de certaines femmes, justement, qui étaient arrivées aux États-Unis. C'était à un moment où il y avait ce qu'on appelait le mouvement des boat people. Il y avait beaucoup de gens qui arrivaient de Miami, surtout par bateau, et qui devaient vivre dans des conditions réellement exécrables, et surtout quand ces gens montaient jusqu'à New York, parce que c'était des femmes qui ne parlaient pas anglais en général, qui n'avaient pas un grand niveau d'éducation, donc qui devaient se résigner à... Ils devaient alors se contenter de faire des petits travaux de rien, ou bien si ces femmes-là pouvaient trouver un petit travail dans une manufacture, et c'était à peu près tout, ou bien dans un hôpital quand c'était possible, parce que là encore il fallait avoir un papier, et parfois c'était pas des gens avec un papier. Et le problème, c'est que ces gens aussi avaient beaucoup de responsabilités en Haïti, parce que comme tu as mentionné, dès que la personne laisse Haïti, peu importe la condition, peu importe les circonstances, les gens d'Haïti disent ok, un tel ou une telle est parti maintenant et cette personne va devenir riche et on peut dépendre de cette personne. Mais en fait, Cécilia avait beaucoup de responsabilités. Bon, c'est un personnage fictif, hein. Donc il n'y a pas une personne vraiment qui s'appelle Cécilia ou bien qui s'appelait Cécilia. Mais c'était un personnage que j'avais inventé justement pour les besoins, parce qu'il fallait un prototype pour faire porter cette image. Il fallait, disons, un personnage de théâtre. C'est presque un personnage de théâtre que j'ai créé. Peut-être que, bon, mes activités de théâtre m'ont aidé dans ce sens. Et oui, mais c'est un personnage qui a contribué, je crois, à ouvrir les yeux à la population d'Haïti, parce que les gens ont commencé à partir de Cécilia à se dire peut-être que les choses ne sont pas aussi belles que nous croyons. Est-ce que tu penses que les yeux se sont ouverts vraiment? Parce que j'ai l'impression que jusqu'à ce moment, ils pensent que si on est à l'étranger, c'est parce qu'on mène la belle vie, parce qu'autrement on serait retourné en Haïti. Il y en a qui pensent comme ça. Hein? Malheureusement, oui, l'idée persiste, mais il y en a qui ont quand même commencé à réfléchir à partir de Cécilia, parce que basé sur des témoignages que j'ai reçus, et jusqu'à maintenant, je rencontre des gens qui me disent mon cher, tu m'as ouvert les yeux, ou l'ouvrir, j'aime c'est vous premier montrer que dans la vie États-Unis. Mais oui. C'est très dur. Il y a des gens qui avaient plusieurs activités en Haïti et que c'est arrivé à l'étranger maintenant qu'ils se rendent compte ce que ça veut dire travailler. Ah oui. Avec la discipline qu'on doit avoir, avec des fois travailler, c'est pas forcément travailler dans un domaine que l'on connaît très bien, ou bien dans une branche qu'on peut appeler un métier. Non, on fait ce qu'on peut, ce qu'on trouve. C'est ça, ce qu'on trouve surtout. Ce qu'on trouve. Je pourrais me rappeler qui a dit que la musique de Jean-Claude Eugène pourrait se définir comme un mariage de rythme antillais et de ballades sur accords classiques ou progression de jazz, d'où émane un réel plaisir d'écouter la visualisation palpable de l'univers multidimensionnel de l'artiste. Wow. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, je peux discerner une certaine vérité là-dedans, parce que le fond musical que j'utilise, ça a été d'abord le fond classique, parce que c'est ma formation. Mes compositions sont basées surtout sur la musique classique.
Mais par la suite, j'ai rencontré d'autres musiciens, des gens comme Gesli Morisseau ou bien un homme comme Toto Duval. Et peut-être que tu te rappelles, bon peut-être, et quand Toto il était jeune, il a joué avec Robert Sicko. J'ai eu la chance de le rencontrer à Washington. Donc il a joué avec moi pendant un bon bout de temps comme pianiste, surtout parce qu'il ne jouait presque plus de la guitare parce qu'il s'était cassé le bras à un certain moment. Donc Toto il jouait la contrebasse et puis le piano. On a fait un bon bout de travail ensemble et puis Toto, lui, il s'était penché surtout vers le côté jazz. Donc, c'est ainsi qu'il y a un album sur lequel il a fait beaucoup d'arrangements pour moi. Ces arrangements sont surtout avec des couleurs de jazz. Il y a aussi Edmond Charles, un jeune pianiste haïtien. C'est quelqu'un qui a étudié la musique aux États-Unis, qui fait de la musique classique, mais aussi qui est très avancé en fait de jazz. Donc mes 3 derniers albums avec la participation d'Edmond gardent le fond classique, mais de temps en temps, il y a un morceau qui sort du classique et qui va côté jazz. Donc c'est ça. Les rythmes caribéens et surtout les rythmes haïtiens, je les conserve en général. Il y a beaucoup de chansons que j'écris ou bien que j'interprète sur fond rythmique folklorique haïtien. Et j'aime bien le folklore haïtien parce que quand je fais mes spectacles, j'inclus en général des chansons folkloriques et avec des danses folkloriques aussi. Danse aussi, oui, j'ai remarqué. Maintenant, parlons de tes albums. Tu en as 7? Non, j'en ai 9. 9 albums. J'ai 9 albums et aussi j'ai participé à d'autres albums comme invité. Il y a justement le premier album auquel j'ai participé comme invité, c'était avec Mickey Basile. Peut-être que tu as entendu la chanson Main dans la main, comme ça nous va marcher dans l'esprit là. Bon, j'ai participé dans cet album avec Mickey. Ensuite, il y a eu ma participation avec Jean-Pierre justement dans l'album qui s'appelle Happy Birthday Haiti. J'ai interprété une chanson de Guy Rousier, Haïti c'est toi que je préfère, dans cet album. Et ça fait 2. Et puis bon, je ne parle même pas de mon premier album. C'était pas mon album, de ma première participation. J'étais encore élève et quand j'ai chanté avec la chorale du Sacré-Cœur du Cap, une chorale qui s'appelait Solidarité, et avec Père Philippe. C'était un album religieux. C'était l'un des premiers albums religieux. Et j'ai participé à ça. Un 33 tours. Oui, c'était un 33 tours. Ok. Maintenant, parle-nous un peu de poésie tropicale. Bon, poésie tropicale, c'est une chanson. C'est une chanson, mais qui fait un panorama, qui présente une image de la nature haïtienne. Je décris là-dedans la nature haïtienne, le paysan haïtien qui travaille dans les champs et les femmes au bord de la rivière qui font la lessive et tout ça. Donc ce sont des images de la société, surtout paysanne, et des images de la nature haïtienne que je présente dans le poésie tropicale. Okay. Je vois que tu as toujours Haïti dans ton cœur, hein? Ah oui, bon, ça ne pourra jamais s'effacer. Liberté. La chanson Liberté. Liberté, ça c'est un cri venant du cœur. Liberté qui les va tourner. C'est justement c'est la tristesse que j'ai éprouvée à voir que à chaque fois on pense que finalement le pays, la nation va être libre, il semble que la liberté s'enfuit toujours. On n'arrive pas à maintenir cette dame qui s'appelle liberté dans notre pays. Parce qu'on est trop hypocrite, parce qu'on est trop criminel, il y a des problèmes. Donc c'est ça la chanson en fait. Liberté qui leur va tourner. Yo dit dans le pays bon la caille, t'es une femme qui a marché.
C'est une femme qui essaie de trouver une place, mais qui n'arrive pas à trouver sa place et qui pleure. Il y a un certain moment où elle est allée au Pont Rouge et elle a pleuré et de ses yeux est sorti du sang. Elle a pleuré du sang à Pont Rouge. Et arrivée avec Pierre, elle a eu ce qu'on appelle le tranché en Haïti, la douleur avant l'accouchement. Et à cause de cette douleur, elle a repris le chemin de la mer. C'est ça, Liberté. Bon, on va faire la deuxième pause, Jean-Claude. Pas de problème. D'accord. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Jean-Claude Eugène, qui est chanteur, qui est un acteur, il est compositeur, il vous a parlé de son parcours qui est très riche. Maintenant, il va nous parler de ses projets. Jean-Claude, qu'est-ce que tu es en train de nous concocter là, maintenant? Bon, en fait, pour le moment, j'ai mis la musique un peu en retrait. C'est pas que je ne joue plus, hein, je continue à jouer, mais cependant, je me consacre beaucoup plus à l'écriture maintenant. Parce que j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Haiti Trauma, c'est-à-dire Haïti Trauma. C'est une pièce qui fait la peinture de la situation qui explore le complot contre Dessalines qui a résulté justement à la mort de Dessalines et avec les danseurs qui représentent le peuple, j'ai pu montrer comment, à travers les danses et les chansons, comment la mort de Dessalines a affecté le peuple haïtien qui d'abord avait de l'espoir, ensuite a eu des doutes et maintenant ne sait plus où aller. Alors, c'est quel genre de spectacle? C'est un spectacle musical encore? Oui, c'est un mélange, c'est du théâtre. C'est une pièce de théâtre où il y a des acteurs, où il y a aussi j'ai joué dans la pièce aussi, mais cette pièce, je l'ai préparée en anglais et en français créole. J'ai joué la version anglaise, ça fait déjà 3 ou 4 fois. 4 fois. 2 fois à Washington, 2 fois à New York. La version créole français, j'ai essayé de la jouer en Haïti. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que c'était pour les 350 ans de la ville du Cap. On avait préparé plusieurs spectacles. Malheureusement, avec cette histoire de Covid qui est arrivée, on a laissé tomber. Oh, ok. On a dû laisser tomber. Donc, mais je compte jouer la version français créole à l'avenir en Haïti et probablement au Canada. J'ai fait des contacts à Montréal pour essayer, mais c'est très difficile avec tous ces acteurs qu'il faut transporter. Et il y a une troupe de danse. On parle de plus d'une vingtaine d'acteurs. Et donc, c'est pas facile du tout. Donc, je travaille encore là-dessus. Bon, il y a cette pièce
pour le moment, j'écris un roman qui s'appelle Les Marrons de Nostrand Avenue. C'est un roman en français. Les Marrons de Nostrand Avenue, c'est justement au sujet d'une préparation d'invasion de Camoquins. Et c'était la folie des gens des années 70-80. Il y avait toujours... J'ai plus ou moins vécu cette époque. À New York, je connais des gens qui préparaient des invasions de Camoquins. Donc, ça m'a inspiré. Et dans ce livre aussi, je vais faire, comment dirais-je, un résumé sur... Un coup d'œil, alors, sur la montée de la population haïtienne de Brooklyn. Parce que dans les années 70-80, on n'avait pas vraiment beaucoup de monde. Hein, et c'est une communauté qui a beaucoup grandi, surtout dans les années 80. Donc, j'ai fait un coup d'œil sur cette époque où la population haïtienne grandissait avec tous ses espoirs, tous ses problèmes. C'est justement l'époque de Cécilia. Hein. Ensuite, la préparation de cette histoire d'invasion de Camoquins en Haïti. Donc, c'est ça le fond du roman. Je prépare aussi une autre pièce de théâtre qui est tirée d'un roman de Jean-Baptiste Cinéas, La vengeance de la terre. C'est cette histoire de gens qui vont voler la terre des paysans. Donc, bon, j'ai le livre avec moi, mais je fais une adaptation théâtrale à partir de ce livre. Donc, c'est ce qui m'occupe maintenant. Et je suis en train aussi de filmer la pièce de théâtre Haïti Trauma. Donc, ça me tient assez occupé pour le moment. Et si on te demande de chanter quelque part, tu ne vas pas dire non? Si on me demande de chanter quelque part. Oh oui, bon, ce n'est pas un problème. Mais j'essaie de ne pas organiser de spectacle pour le moment parce que ça prend beaucoup de temps et les choses deviennent de plus en plus difficiles avec les concerts. On a une société surtout dédiée à la danse maintenant, donc c'est très difficile de réussir un concert où les gens viennent s'asseoir pour écouter un chanteur et voir des danseurs. Donc, oui, mais je suis prêt à tout. Tu dis que tu es prêt à tout. Est-ce que tu es prêt pour le proverbe? Oui, quel était le proverbe? Coffre fort pas suivre l'enterrement. Bon, ce que je pense que cela veut dire, coffre fort pas suivre l'enterrement. Et quand on fait face à une situation réellement difficile, on ne doit pas s'attendre à trouver tellement de support. Donc, on doit se résigner à prendre les responsabilités qui accompagnent cette situation. C'est ma perception. OK. On va voir ce que Berman Fleury nous dit. Coffre-fort, pas suivre l'enterrement. Le coffre-fort ne suit pas le corbillard. Proverbe pour dire riche ou pauvre, on est égaux face à la mort. Et les riches, ils restent pauvres lors des funérailles. Tout nu, immobile, sans richesse et toute richesse est éphémère. Merci. Bon, Jean-Claude, c'est plus ou moins ce que tu as dit, mais au fait, Berman a dit, en gros, tu l'as entendu, toute richesse est éphémère. Ah ben. Oui. OK. Où est-ce qu'on peut te trouver si on a besoin de toi? Bon, par téléphone, 571 278 55 76. Je suis sur WhatsApp, je suis sur Facebook
Je suis sur YouTube surtout, j'ai pas mal de vidéos sur YouTube et je prépare encore des histoires que je vais ajouter sur YouTube. Donc on peut toujours me trouver, surtout sur WhatsApp. C'est très facile. Jean-Claude Eugène, on te remercie pour ce moment que tu as passé avec nous. On te souhaite le meilleur. Merci Florence et franchement ça fait grand plaisir et ça a été vraiment un plaisir de parler à tous à ceux qui regardent le programme et à ceux qui vont écouter si c'est par audio et j'espère qu'on aura la chance de faire un autre programme à l'avenir. Tout à fait. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec nous Jean-Claude Eugène. Un exemple à suivre. Surveillez la parution de cette pièce de théâtre. Je suis sûre que vous n'allez pas le regretter. Je vous laisse. On se voit dans 2 samedis. Merci de votre fidélité. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est. Cette émission est animée par Florence Augustin.